cet exposé possible encore pendant le temps des questions. J'ai été très sensible pour ma part à votre écoute et à la façon dont vous avez procédé, c'est-à-dire de partir, je dirais, d'un certain savoir de la psychanalyse, mais qui n'est pas du tout étouffant, pas englobant, qui se met, comme dirait Nancy en reprenant son titre, à l'écoute. Et j'ai le sentiment que l'un l'autre s'étaye sans jamais s'étouffer. Bien sûr, il y a la question du nom que l'on rencontre dans le livre aussi qu'on a abordé ce matin dans La surprise de voir, au milieu de ce livre, où, me semble-t-il, dans la surprise du voir et du visible, un nom, il est possible d'habiter un nom. Je crois que c'est à peu près la formule. Au fond, une décision même, ou une possibilité désormais d'habiter son nom. Et c'est intéressant tout ce que vous avez dit aussi par rapport au nom redoublé. Il aurait pu être absent. Et en fait, on le redouble. Et c'est comme si le redoublement permettait l'écart. Et vous avez aussi parlé d'écart, on en a parlé aussi hier. Voilà. Donc une lecture psychanalytico-poétique, je dirais, l'une et l'autre. Et j'ai bien aimé aussi cette mise en regard des schémas, des deux schémas. Puis la question du rêve aussi, parce que c'est le rêve d'un livre peint, c'est au sortir d'un rêve et tout ce que le rêve a à nous dire. Et j'ai aussi, entre autres, beaucoup apprécié cette petite distinction répondre de et pas simplement répondre à. Et dans mon propre exposé, j'avais mis en note, alors c'était pas la même chose, mais c'était non pas simplement disposer, mais disposer de quelque chose. Non pas disposer quelque chose, mais disposer de. C'est-à-dire, voilà, comment ces minces articulations, en déplaçant le regard et la parole, permettent d'ouvrir un monde et de déplacer les rapports. C'est vrai que par rapport à ça, bon, dans mon travail de thèse, en fait, j'ai eu beaucoup de problèmes avec... Pas beaucoup de problèmes, non. J'ai mis beaucoup de temps avec un de mes lecteurs qui m'avait corrigé partout parce que j'avais mis, surtout en parlant de Hölderlin, en résonance avec Hölderlin, que l'enjeu était de s'approprier à soi-même, au plus intime de soi-même. Mais s'approprier à, c'est pas français. Mais si je disais s'approprier de soi-même, c'est devenir le propriétaire de soi-même. Donc ça n'a aucun sens. Donc j'ai dû quand même batailler pour dire que je tenais beaucoup à cette erreur de français. Et j'ai été un petit peu rassuré en découvrant que Pessoa disait que toute sa poésie, toute sa philosophie poétique était dans une erreur de grammaire. Si vous dites que vous êtes vous dites... Si vous voulez dire que vous existez, vous dites « je suis ». Si vous voulez dire qui vous êtes, vous dites « je suis moi ». Mais ma poésie dit « je me suis ». Toute ma philosophie et toute ma poésie est là, dans cette erreur de grammaire. Et donc je trouve que l'erreur de grammaire n'est pas simplement une erreur. Peut-être une question concrète, mais peut-être que tout le monde se la pose. Je ne pense pas être la seule. Comment votre lecture de poésie, et nous avons bien entendu qu'il n'y a pas que Jean-Paul Michel, mais que entre Celan, Hölderlin, Pessoa, etc., vous êtes, la poésie vous habite. Comment, dans votre travail clinique, justement, cette poésie vous habite-t-elle ? Comment elle habite j'imagine, le soin que vous prenez de ces adolescents, puisqu'il est question de cela. Ouais. Oui, donc merci pour la question. Donc, quand j'ai fait ma thèse, on m'a dit que je devais aller en théologie ou que je devais aller en lettres. Mais j'ai beaucoup insisté pour rester en médecine, dans la mesure où je pense que l'acte poétique, il y a des personnes qui en font leur métier,
si tant est que ça puisse être un métier. C'est pas sûr qu'on puisse vraiment habiter cet acte. Hein. Pasternak dit que la place du poète doit rester vide parce qu'elle est dangereuse. Voilà. Donc, mais je pense que chacun, ce que l'on peut espérer quand même, c'est que chacun doit nécessairement être le poète de lui-même, au sens où Jean-Paul Michel l'entend, parce que cette rencontre, cette commotion du réel, chacun, en tout cas, la rencontre au moins à deux. Il y a deux occurrences qui sont quasi inévitables si l'on veut vraiment avoir une existence réelle. C'est quand même au niveau de la rencontre du sexuel et de son impossible et le changement de place dans la filiation. Donc ces deux points-là, je pense que chacun, sans le savoir, est quand même soutient quand même à un acte qui n'est pas sans rapport avec l'acte qui se soutient dans le poème. Alors, la chose qui, en tout cas, est très opérante, c'est que je ne vois guère d'autres opérateurs que cette fréquentation de la poésie, que pour éviter cette fascination du déficit. Donc, de voir quelqu'un qui ne peut pas, qui est psychotique, qui ne peut pas penser sa sexualité, qui ne peut pas penser le rapport à sa filiation, etc. Il y a quelque chose d'une psychiatrie ou même d'une psychanalyse trop formelle qui ne pourrait quelque part qu'entériner cette structure. Et je pense qu'il y a quand même un réel défi, qu'il y a une véritable effectivité de l'écoute qui peut d'une certaine façon être du côté du pari, du côté de la chance, du côté du sursaut d'art. Et je peux peut-être donner un exemple. Par exemple, celui qui est le plus facile à expliquer, je pense, c'est l'exemple d'André Dubouchet. Donc André Dubouchet se promène dans la Drôme, il écrit dans ses carnets, il rentre chez lui, il épingle ses petits papiers, il marche entre ses petits papiers, donc il est le lecteur de ses propres fragments, et il voit le moment où les fragments tombent à hauteur juste. Il dit poésie, hauteur réelle restituée, et en tombant à hauteur juste, ça tient sur le papier. Donc il tient entier entre les fragments, il tient entier à ce défaut. Alors ça donne l'espoir, qui est peut-être démesuré, mais qui parfois est effectif. Est-ce que l'écoute d'un clinicien peut avoir d'une certaine façon une fonction analogue au support de papier d'André Dubouchet quand on réceptionne en se faisant lieu d'adresse de certains jeunes qui peuvent se retrouver quelque part en plusieurs fragments. Est-ce qu'on peut ne pas simplement être dans l'idée, il leur manque un centre, il faut absolument qu'on les recentre avec telle ou telle médication ou telle psychoéducation ou je ne sais pas quoi, mais est-ce qu'il y a quelque chose de l'écoute qui peut faire en sorte que ces fragments puissent d'une certaine façon tenir ensemble autrement, sans colmater les blancs, du fait d'être dans une adresse et dans une écoute, et permettre alors, par chance, sans qu'on puisse vraiment le contrôler, que cet adolescent puisse aller ailleurs. Et donc, le pari, en tout cas de ma thèse, c'est que ça a une réelle effectivité symbolique, que ce n'est pas une décoration littéraire. Donc ça a été tout l'enjeu aussi dans ma thèse de bien voir que ma fréquentation des poètes, c'était pas pour dire en joli ce que je savais déjà, c'était pour ce qui est quand même le piège aussi. Donc c'était pas une sorte d'adjuvant artistique pour dire mieux ce que je savais déjà, c'était quand même pour tenter de capter ce sursaut d'art et de voir comment ce sursaut d'art pouvait quand même être un opérateur réel dans la clinique qui n'est alors plus simplement une sorte d'enregistrement de ce qu'il se passe
et des commodités ordinaires pour tenter de boucher le trou de ce qui manquerait. Voilà. Et ça, je ne sais pas par où ça passe, mais c'était un enjeu pour moi de montrer ça. Mais ça veut dire que Bon, il y a par exemple une page des carnets d'André Dubouchet qui est une page de clinique à l'état pur. Hein. Il dit, face à la personne disloquée, il s'agit de se retourner, d'y faire face, une distance respirable dans les taux, et à un moment donné, le retour prend force d'en avant. Et donc là, il y a une véritable éthique qu'André Dubouchet dit d'ailleurs de manière extraordinaire, mais qui se trouve aussi chez Jean-Paul Michel, hein, c'est que d'une certaine façon, cette fracture de la langue, il n'y a pas lieu de la rechercher, puisqu'elle est meurtrière de la figuration, comme dit André Dubouchet. Mais en même temps, quand elle est là, il y a lieu de ne pas simplement détourner le regard. Il y a lieu de l'aborder de front en ne cédant pas à cette fascination et en gardant une distance critique dans cette fascination pour que ce retour, à un moment donné, se retourne vers la force d'en avant, ce que Paul Celan appelle cette contre-parole. Alors, Paul Celan, par exemple, ce poème extraordinaire qu'il a écrit à son fils, « L'once de vérité au fond du délire », est une véritable éthique pour un clinicien. Comment dégager dans le délire l'once de vérité qui peut être l'éclat ou le fragment à partir duquel quelque chose d'une potentialité non avérée peut se déployer. Et donc tout l'enjeu est de montrer que c'est des champs différents, mais que l'acte qui se soutient en poésie et l'acte qui se soutient en clinique peuvent d'une certaine façon apparaître dans leur écart, en quelque sorte. Donc c'est plus un dispositif opérant pour le clinicien, mais aussi pour la disposition de l'écoute. Je ne sais pas si je réponds. Parfaitement. Des questions, des remarques? Non? Si? J'aurais voulu vous entendre encore sur le rêve d'un livre peint autour de cette question de nécessité et de structure. Reprenez ça si ça ne vous en va pas. Oui. Il ne faut pas non plus que je fasse trop de collage trop rapide, hein, mais... Non, c'est juste un petit excursus touchant la signification de évanouissante infinie. Mm-hmm. Et sa substitution, à mes yeux, nécessaire. Ça fait l'objet d'une correction du texte initial. J'avais d'abord écrit grand réel, et puis relisant, j'ai trouvé qu'il y avait là quelque chose de profondément insuffisant, parce que ça semblait décrire quelque chose qui pouvait être désigné du dehors, mais comme une notion. Alors que ce que je visais, c'était un vertige. Mm-hmm. Disons, l'effectivité d'une expérience. Et évanouissante infinie, c'est la citation littérale d'une citation de Hegel qui reprend cette formule à Jacobi. Jacobi disait que lorsqu'il essayait de penser sérieusement, l'idée de l'infini s'évanouissait. Mmh. Donc il y a l'idée évidemment de l'impossibilité de figurer de l'infigurable radical, mais il y avait cette idée que le corps lui-même cédait dans la tentative d'essayer de faire la contrepartie symbolique à quelque chose qui ne pouvait pas recevoir de contrepartie. Et
Et c'est une formule qu'emploie Hegel. Il fait allusion, je m'excuse, à la formule hegelienne, l'inquiétude anéantissante de l'infini. Exactement, c'est une citation de Jacobi. Donc, l'inquiétude anéantissante de l'infini, c'est une vieille compagne de nos études philosophiques de jeunesse. Nous étions tous hegeliens au-delà du concevable. Et donc, l'inquiétude anéantissante de l'infini, c'est vraiment une vieille compagne. Sauf à ce que, le jour où j'ai dû essayer de donner un nom à ce que j'appelais dans ces roues de la montre là, qui tournent, lorsque j'ai voulu essayer de donner un nom, un tant soit peu pertinent, à ce que j'avais appelé le grand réel, je n'ai rien trouvé de plus juste que ce retour à l'inquiétude anéantissante de l'infini, au sens où précisément cet infini était évanouissant, au sens où de toute façon nous ne pouvions qu'y perdre toute possibilité de la parole et d'une idée de soi. Bon, donc voilà pour aider à lever le mystère que tu as tout à l'heure pointé comme une chose qui paraissait à la fois te parler, en même temps ne pas bien savoir ce qu'elle voulait dire. Mais il me semble aussi, je ne sais pas si vous serez d'accord, que garder les deux noms en palimpseste ajoute quelque chose. Et je pense là quand même à l'interprétation de Slavoj Žižek de Hegel référant à Lacan, où Hegel aurait quand même dit aussi à un autre endroit que l'esprit est un os. Et donc il y a à la fois cette conjonction d'un évanouissant infini et du surgissement d'un excès. Ce qu'en psychanalyse est quand même le manque et l'excès. Donc comment faire dans ce qui est à une pure vacuité évanouissante de vertige, le surgir d'un excès. Et donc réel et évanouissant infini conjuguerait quelque chose un peu de cette... En fait, ils s'appellent l'un l'autre. Ils s'appellent l'un l'autre comme... Et c'est ça qui donne la... Le palimpseste, c'est pas la suppression. Non, c'est aussi bien le rappel. Et c'est même un surmarquage du rappel. C'est un peu comme l'histoire des noms. Ça fait partie de ces choses qui se font inconsciemment, bien sûr. Mais consciemment, ça ne marcherait pas. Donc, par exemple, on trouve un exemple, j'avais trouvé après coup saisissant, dans un texte de Gracq, dans lequel il remarque le nombre de lieux qui, aux États-Unis, au Texas et en allant du côté de la Californie, enfin au nord du Mexique, portent des noms hispaniques. Et Gracq fait cette remarque en géographe, qu'il y a là disposé comme les échelles latentes d'une remontée hispanique à l'intérieur du territoire anglophone. Et il dit tous ces noms hispaniques disséminés aux États-Unis, ce sont comme des échelles en attente de la remontée de tout le continent hispanique dans les États-Unis. Il y a quelque chose un petit peu comme ça dans le redoublement du nom dans le pseudonyme. Ce sont des mots qui sont en attente de vie nouvelle. Juste pour ajouter à la référence à Jacobi, la référence à Pascal, dont Jacobi était lecteur fervent, et donc de Hegel, on revient à Pascal, cet évanouissement, c'est aussi celui de la disproportion. Pour revenir sur le grand réel, je dirais que l'expression me séduisait beaucoup, lointain pour l'écho lacanien probablement que c'est l'expression de une bonne foi pour désigner ce qui est le dehors absolu, hors du temps et inaccessible. Oui, mais le grand réel, c'est une notion que je n'ai pas barrée du tout, dont j'ai l'emploi commun, mais dans le jeu des cercles,
j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de plus effervescent, on disait de l'évanouissant, Plus vécu. et de plus statique dans la dénomination grand réel. Donc, comme les roues de la montre devaient produire un dispositif dynamique, j'ai essayé de maintenir un foyer d'énergie dans lequel ça puisse pulser, quoi. Je pense que nous allons faire une pause. Nous allons nous évanouir quelques instants, pas longtemps, 10 minutes, et puis nous reprenons. Voilà, merci.